Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Florian Forelli autour du ligament croisé antérieur. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de notre entretien, je vous invite de ce pas à écouter l'épisode précédent. Si c'est déjà fait, voici la suite avec un focus sur le traitement. Nous parlons d'abord de la chirurgie, puis de la rééducation pré- et post-opératoire, du phénomène d'AMI et des objectifs lors des différentes étapes de la rééducation. Allez, pour finir, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Et surtout, abonnez-vous, 46 autres épisodes vous attendent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, merci beaucoup. Justement, c'est une belle transition pour la partie traitement. Aujourd'hui, si on veut rester pour l'instant assez schématique, quelles sont les propositions de traitement pour ces lésions du ligament croisé? Alors, disons ce qui est fait le plus régulièrement, en dépit de ce qu'on a dit sur la cicatrisation, soit on va avoir généralement la reconstruction voilà, du ligament croisé antérieur par diverses opérations, soit on peut avoir donc ça peut être fait on va dire assez rapidement, soit ça peut être une reconstruction on va dire différée avec un protocole préopératoire généralement avant. Et puis, sur certains, des fois, on peut tenter ce qu'on appelle des traitements, alors conservateurs entre guillemets. Là aussi, sur on va dire sur l'étymologie, il y a toujours deux, trois désaccords puisque il n'y a plus rien à conserver. Mais on va dire un traitement où on ne va pas opérer le patient et on va essayer justement de le ramener à ses activités sportives, physiques antérieures. Ok, et donc pour cette partie chirurgicale, cette reconstruction, les tendances actuelles, alors moi je vais dire où je m'étais arrêté au KJ ou au DIDT, parfois on rajoutait un truc à l'extérieur, et voilà, mais moi je dis ça, c'était ça fait 15 ans que j'ai pas fait de LCA. Donc, est-ce qu'on est toujours là-dessus? Est-ce qu'on a développé des techniques, j'imagine? Ouais, il y a d'autres techniques. Ouais, enfin, maintenant, après, alors attends, on est toujours au KJ et au DIDT hein, pour beaucoup quand même. Alors souvent, ça va dépendre, tu vois, du sport, aussi des fois de la surcharge pondérale du patient, des antécédents, etc. Le choix de la greffe. Maintenant, on a un espèce de technique qui s'appelle le DT 3+2. En tout cas, chez nous, ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire un espèce de renfort aussi latéral, surtout pour, euh, pour les patients qui ont des sports à pivot un peu explosifs. Alors, c'est un peu la modernisation de l'opération de Lemaire hein, qu'on avait avant. On a un renfort aussi latéral pour limiter la rotation. Bon, voilà, ça porte un autre nom. Et puis maintenant, on a aussi des allogreffes qui commencent à être faits. Alors, il n'y a pas beaucoup de banques en France. Il y en a une qui est assez importante à Clermont-Ferrand. Et donc, souvent, c'est pas toujours utilisé en première intention, plutôt en deuxième intention. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller prendre un autre tendon et d'aller fragiliser, en fait, encore, soit l'appareil extenseur ou fléchisseur, on va commander, voilà, une greffe. Donc, soit un droit interne, un semi-tendineux. Des fois, ça peut être un tendon d'Achille. Et en fait, il y a peu de greffes et c'est pour ça qu'on a aussi peu, enfin que les chirurgiens ont peu de recours à ça, parce que des fois ils vont commander par exemple un demi-tendineux, ils vont recevoir un tendon d'Achille, et donc des fois sur les tenues primaires ou autres, c'est pas du tout, la même chose. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu l'avenir, parce qu'il n'y a pas forcément de rejet. Il y a une fixation os-os qui est beaucoup plus précoce, et surtout c'est qu'on touche à aucun tendon, aucun muscle. Donc c'est assez intéressant, mais on n'a pas encore vraiment de recul en termes après d'efficacité encore là-dessus, quoi. Tu disais ce qui conditionne l'opération, c'était le sport, tu as dit la charge, enfin le poids des patients, enfin l'IMC j'imagine. Mm. Et moi, dans mes souvenirs lointains, il y avait une histoire aussi d'esthétique qui pouvait jouer, ou c'est toujours le cas, ou Non, ouais, ouais, en avant, c'est vrai qu'on disait les KJ pour les garçons et puis des IDT pour les ouais, filles, c'était parce un que les peu, ouais. cicatrices, voilà, c'était un peu ça. Maintenant, non. Après, souvent, pour en discuter vraiment avec les chirurgiens, c'est pareil, hein, souvent ils vont dire, bah en fait, on fait ce qu'on maîtrise le mieux. D'accord. On sait à peu près tout faire, mais c'est vrai qu'ils vont te dire, bon bah voilà, moi le DIDT, j'en fais 150 par an.
les patients vont bien, je sais faire, il n'y a pas de souci, donc c'est ce que je vais faire. Et puis après, c'est en fonction des modes aussi, parce que un jour c'était le KJ, le lendemain c'était le DIDT, après on est passé par le DT4, aujourd'hui c'est le DT3 plus 2, puis aujourd'hui tu as le tendon quadricipital qui refait surface. Voilà, donc tu as des modes, on va dire, en fonction des publications aussi qui sortent, et bah forcément ça va jouer aussi sur les techniques opératoires en fait. Ça marche. Euh, Maintenant, on va imaginer qu'on va prendre le cas le plus courant, c'est j'imagine quand même les gens qui se font opérer, hein. Je pense que c'est Hmm. l'immense majorité. Ouais, 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 quand même, ouais. Euh, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur les différentes étapes et déjà peut-être l'étape préopératoire? Je pense que c'est assez intéressant pour chacun et chacune qu'on sache avant l'opération, c'est quoi les objectifs en termes de force, d'amplitude, douleur, etc. Ouais, le pré-op, c'est hyper important, intéressant, parce que déjà, ça montre que bah, une meilleure récupération en post-op. Et surtout, c'est qu'il faut pas le confondre justement avec le non reconstruit. Parce que souvent, on a tendance à dire ah ouais, ça va, machin, renforce et compagnie. Là, on prépare vraiment à une opération. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est éviter toutes sortes de complications post-op déjà. Donc, c'est-à-dire que le flessum, par exemple, c'est quelque chose qu'il va falloir récupérer, que ce soit de façon pré-op ou post-op immédiat. Mais en pré-op, ce flessum, il va falloir qu'il disparaisse. Il va falloir aussi récupérer quand même, on va dire, une force musculaire qui soit fonctionnaire. Certaines études parlent de 80% par rapport au côté controlatéral. Donc ça, on va dire amplitude quasi complète, voilà, complète en extension. Et on va dire en flexion, ça récupère quand même spontanément bien. Et on va dire une qualité musculaire, plus que la force, plutôt en quantitatif, j'aurais plutôt dit qualitatif. Moi, en pré-op, ce que j'ai tendance aussi à conseiller, c'est l'éducation en fait du patient. L'idée, c'est de garder à l'esprit que on doit aller à l'opération, comme je dis toujours, de la meilleure façon possible, et surtout préparer en fait ce post-op qui des fois est assez déterminant. Donc bien éduquer le patient, lui dire bah voilà, il faut prendre vos médicaments même si vous n'avez pas mal, parce que la douleur peut potentiellement provoquer justement des arthrogenic muscle inhibition, glacer voilà votre genou, et puis surtout faire prendre conscience de cette contraction du quadriceps qui va être aussi primordiale en post-op immédiat pour justement lutter contre ce phénomène d'arthrogenic muscle inhibition. Donc bien leur montrer, vous voyez, la rotule, elle remonte quand vous contractez votre quadriceps, mettez vos doigts sur la pointe, sur la base de la rotule, contractez le quadriceps, vous voyez, ça, il va falloir le faire à la maison, parce que bah, forcément, nous, on va se voir peut-être 48-72 heures après l'opération. Donc vraiment, cette cryothérapie, ces médicaments, être capable de réveiller son quadriceps et prendre conscience aussi que le genou bouge, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de les voir en ambulatoire, souvent les patients, donc vraiment lorsqu'ils sortent du bloc. Et moi, je leur dis, regardez, pliez votre genou, tendez votre jambe. Voilà, c'est eux qui le font, ils gèrent le mouvement, ils voient que ça bouge, et déjà, il y a moins aussi d'appréhension, parce que il y a des gens, ils osent pas appuyer sur leurs jambes, et des gens, ils osent pas plier leurs genoux, et peut-être que cette absence aussi de mouvement que l'on a en post-op immédiat, peut-être pendant 24, 48, 72 heures, le temps d'aller chez le kiné pour qu'ils nous disent, mais si, bougez, etc., peut-être que ça va engendrer justement aussi bah, voilà, des réorganisations corticales qui vont venir à inhiber ensuite au niveau musculaire. Tu as évoqué plusieurs fois l'AMI, je suis pas convaincu que tout le monde sache ce que c'est. Tu peux nous expliquer Alors, simplement oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'y pensais en plus quand je voilà, parce disais, que mais parfois les termes, voilà, quand on les utilise au quotidien, on se rend plus compte qu'il y a des personnes qui ont forcément exact. pas Non, non, toujours non, été. mais bien sûr. Alors sur l'AMI, qui est l'arthrogenic muscle inhibition, c'est un phénomène post-traumatique ou post-opératoire. C'est vrai qu'on l'a plutôt décrit en post-opératoire, mais on s'est rendu compte qu'en post-trauma aussi, il y en avait, qui va consister, pour faire simple, hein, c'est une réaction de protection du cerveau. Alors moi, quand j'explique justement ça aux patients, je leur dis bien que c'est pas psychologique, parce que souvent les gens s'imaginent, ça a toujours une connotation un peu négative quand on leur parle de cerveau, mais plutôt de leur dire que c'est quelque chose un peu de physiopathologique, et que pour protéger justement l'articulation du genou, on va diminuer l'activité musculaire du quadriceps, notamment la partie médiale, hein, le vas médial. On va augmenter l'activité des ischio-jambiers. Donc on va avoir une hypertonie des ischio-jambiers, ce qui va entraîner en fait un flessum. Et ça part de quoi? Justement de la douleur
forcément, vous faites opérer, il y a de la douleur, il y a un message nociceptif qui arrive au cerveau. Donc, quand on a mal, forcément, ce qu'on disait avant, on se met en position antalgique, mais en fait, cette position antalgique, elle est maintenue par le cerveau, et en fait, ce phénomène résulte en fait de ce qu'on appelle l'arthrogenic muscle inhibition. Par-dessus, on a un petit épanchement, bien sûr, qui vient s'ajouter, qui est aussi responsable de l'inhibition notamment du vas médial, hein, puisque 10 millilitres d'épanchement, c'est 30% moins d'activité du quadriceps, puisque forcément, quand vous augmentez le volume, on diminue la pression à l'intérieur de l'articulation. Donc, tout fait, en fait, c'est un mécanisme de protection qui est là, mais qui, comme tout, lorsqu'il est en place, si on apprend à vivre avec, il s'installe tranquillement, gentiment, et puis après, on va avoir du mal à lutter contre. Donc, c'est un petit peu le flessum qu'on disait antalgique, hein, on avait cette piste-là, finalement, on a finalement aujourd'hui dérivé vers cette arthrogenic muscle inhibition parce que aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport au cerveau, aux mécanismes, les aires motrices et compagnie, et donc on a pu en fait dériver de ce flessum antalgique vers cette notion de phénomène d'arthrogenic muscle inhibition. Est-ce que on peut dire que c'était la fameuse sidération du quadriceps de mon époque? C'est ça. Ouais, entre guillemets, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de sidération du quadriceps. Alors, on n'avait pas les mêmes procédés anesthésiques aussi, puisqu'avant, on faisait des gros blocs, on endormait, tu vois, au niveau nerveux. Maintenant, ils font des blocs sensitifs, donc ils vont vraiment piquer le canal des adducteurs, ce qui fait que normalement, il n'y a que la partie sensitive qui est endormie. La partie motrice n'est pas censée être vraiment endormie. Donc c'est pour ça aussi qu'on va plutôt vers cette notion de dire normalement le moteur il doit marcher. Donc s'il marche pas, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'avant on avait des gros blocs qui endormaient tout, et donc on se retrouvait avec des vraies sidérations, il n'y avait aucune contraction quadricipitale possible. Ok, tant qu'on en est là, je voulais aussi te poser, j'ai préparé des questions pour la fin sur un peu les tips, mais comme on en parle, autant en parler maintenant. Est-ce que toi, tu aurais des trucs, astuces à donner bon, pour prévenir, on l'a bien compris, c'est pas forcément facile à faire, mais pour essayer de lever cette AMI. Oui, alors sur la IMI, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a l'épanchement. Donc l'épanchement, déjà, c'est alors s'il est là, c'est qu'il y a aussi il y a une raison. L'épanchement, il y a aussi des cellules voilà, nécessaires à la reconstruction, etc. Donc j'ai toujours tendance à dire qu'il faut pas toujours le chasser tout de suite, mais il faut éviter qu'il soit trop important. Puis ça nous permet aussi des fois de jauger sur les exercices. Mais l'épanchement, ce qui va nous aider, c'est les petites contractions flash, la glace. Alors des fois, moi j'aime bien glacer, leur dire voilà, faites des petites contractions du quadriceps. Ça rend aussi voilà service un petit peu au quadriceps, tout en sachant que la glace améliore aussi la conduction, va améliorer pardon l'activité musculaire du quadriceps, à contrario de ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait dire, mais la glace, non, ça ralentit. Mais en fait, parce que justement, par la résorption de l'épanchement, entre guillemets, on va pouvoir avoir un quadriceps qui va se contracter de la meilleure façon possible. Ensuite, si on cible sur le quadriceps, il est inhibé. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre conscience. J'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de conscientiser cette contraction du quadriceps, donc par des remontées de rotules notamment. On peut aussi avoir tout ce qui va être imagerie motrice. Hein, donc, faites le mouvement, imaginez aussi le mouvement, puisqu'on sait que quand on imagine un mouvement, les aires motrices identiques vont un petit peu s'allumer comme si on faisait le mouvement. Donc ça va être plutôt sur la partie quadriceps. Voilà, après, on peut on peut utiliser des biofeedbacks, etc. Mais ça nécessite encore du matériel. Sur la partie ischio-jambier, il faut faire attention parce qu'on est sur de l'hyperréactivité musculaire. Donc, les fois, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'étirement. Mais sauf qu'on se rappelle tous que si on étire un muscle hyperactif, il se contracte, généralement. Donc, faut éviter quand on est en présence d'AMI, par exemple, des fois l'écrase-coussin, parce que l'écrase-coussin peut des fois juste avoir une activité des ischio-jambiers, ce qui va renforcer, en fait, l'hypertonie des ischio-jambiers. Donc, faut mieux les chercher à les fatiguer, en faisant du contracté relâché, doux, hein, bien sûr. Des fois, on peut aller vers l'excentrique, mais bon, en post-op immédiat, des fois, c'est un peu compliqué, ou des petites postures de fatigabilité, ça marche bien. Et après, donc, de toute façon, sur la douleur, on a le traitement médicamenteux, on a la glace, etc. Mais déjà, si on cible bien sur le travail du quadriceps et la fatigue des ischio-jambiers, on peut effectivement lutter contre ce phénomène d'AMI. On peut espérer que ce phénomène cède au bout de combien de temps si on met en place les traitements adaptés?
C'est assez aléatoire, hein. Ça peut vraiment aller très vite. Des fois en une séance, voilà, le patient il arrive bien à attendre, etc. Parce que des fois, en fait, on se rend compte quand on n'a pas les patients en pré-op, on peut avoir des AMI post-traumatiques. Les gens se font opérer, donc ça, moi j'aime bien dans l'interrogatoire post-opératoire, c'est quand je vois qu'il y a des flessomes, je leur demande s'ils avaient le flessum avant. Parce que là, quand le flessum est avant l'opération, ça fait partie justement des facteurs de mauvais pronostic. Pour autant, on peut avoir des AMI qui peuvent perdurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en flessum, on a ce risque de complications, on va dire du syndrome du cyclope, hein, qui est une fibrose du transplant, qui va s'épaissir et donc qui va limiter l'extension. Donc généralement, quand même, au bout de 3 semaines, le flessum doit avoir disparu. Ça c'est sûr. Et au bout de 6 semaines, il faut commencer à s'inquiéter parce qu'on multiplie par 8 le risque de cyclope. Ce qui peut occasionner des fois aussi une réorientation vers le chirurgien pour voir ce qu'il en pense. Et le dernier petit truc sur l'AMI, il faut vraiment faire attention parce que souvent on entend dire bah ouais quand ça tend c'est bon. Bah quand ça tend c'est pas toujours bon parce que ça veut dire que les ischios sont relâchés. Ok, l'activité quadricipitale électrique a peut-être augmenté, on peut recruter beaucoup mieux son quadriceps, mais ça veut pas dire que le recrutement il est vraiment optimal. Donc il faut vraiment aller rechercher sur le patient qui contracte sur son côté sain, qui contracte sur son côté justement opéré, est-ce qu'il ressent la même chose ou est-ce qu'il ressent pas, etc., etc. Ça c'est vraiment hyper important parce que on a tendance des fois à, voilà, à dire bah, quand ça tend c'est bon et après quand on fait des bilans musculaires au moment de retour à la course, au moment du retour au sport, bah, on a toujours un quadriceps inhibé et c'est un peu embêtant pour la suite, quoi. Ok, super. Est-ce que tu peux maintenant nous faire un espèce de topo? Alors, je pense qu'on pourrait en parler des heures, hein, mais il a été opéré. Quelles sont les grandes étapes post-opératoires? Et moi, ce qui pourrait m'intéresser beaucoup, c'est aussi vraiment les critères de passage d'une étape à l'autre, ce sur quoi il faut vraiment mettre le focus. Ouais, alors c'est vrai que c'est vrai, ça, on pourrait en parler longuement, hein. Mais c'est vrai que bon, sur la première étape, généralement qui est post-op, enfin, faut récupérer, c'est l'extension, hein. C'est vrai que la flexion aujourd'hui, ça revient quasi spontanément. Faut l'accompagner, comme je dis toujours. Mais l'extension, c'est vraiment le focus numéro un, on va dire en post-op immédiat. Après, déjà une fois qu'on va avoir l'extension, qu'on va aller travailler justement sur cette qualité de mouvement, hein, c'est juste ça. Et ça pareil, il faut bien expliquer aux patients que c'est pas parce qu'au début on met pas des charges à fond que ça va ralentir la rééducation, etc. Bien au contraire. Donc toujours aller vers la qualité, récupérer un mouvement qualitatif vers l'extension, et puis ensuite on va aller voilà très vite une fois qu'on a ce verrouillage déjà du quadriceps en charge et en décharge et l'extension active, on va pouvoir regagner là effectivement de la force, l'équilibre, euh, tout ce qui va être proprioceptif. Et donc ensuite, l'étape, on va dire reine du premier retour, on va dire à l'activité, c'est le retour à la course. Voilà, donc ce retour à la course est toujours, on va dire attendu, mais à la fois difficile parce que c'est la première étape et que généralement c'est là aussi où les douleurs peuvent arriver, les genoux peuvent s'inflammer, etc. Donc sur les critères, on va dire, de retour à la course, faut généralement avoir récupéré, alors de ce qui est mis dans la littérature, hein, ils disent qu'il faut récupérer à peu près 70% par rapport au côté opposé en termes de force. Il y a des hop tests aussi, notamment horizontaux et verticaux à 70%. Pas de douleur, pas d'épanchement. Mais sur le retour à la course, c'est une activité en fait qui est banale, mais dont la rééducation n'est pas toujours banale, parce qu'on manque de critères, mine de rien, pour quelque chose qui, une activité, on va dire, courante et qui est peut-être les prémices du retour au sport. Euh, et surtout, on manque de critères et surtout, on voit que les critères, en tout cas qui sont établis aujourd'hui, sont insuffisants parce que la course, voilà, ça demande aussi des capacités de genoux en termes d'absorption, restitution d'énergie. Donc ça, c'est des choses voilà qu'on retravaille aussi au cours de la rééducation. Et donc on va aller effectivement toujours en tout cas euh, sur les étapes, c'est vrai, sur les critères. Bon, bien sûr, on va dire voilà, il y a une récupération que je te disais de force, notamment d'agilité neuromotrice, mais je pense que plus sur les critères, parce qu'aujourd'hui on est plus sur un espèce de continuum, il faut baser sa éducation sur trois dominantes qui sont importantes et qu'on a évoquées en fait tout à l'heure, quand on a parlé aussi des mécanismes de lésion, c'est-à-dire la dominante motrice, comme on a dit avec la force, la dominante sensitive,
On sait aujourd'hui qu'il y a des réorganisations corticales qui provoquent, comme on l'a dit, des AMI, des inhibitions, qui va provoquer aussi des perturbations proprioceptives ou autres. Donc il faut aller justement retravailler sur toutes les données un petit peu sensitives, visuelles, vestibulaires ou autres, et après tout l'aspect cognitif qui va être aussi important d'aller retravailler. Donc aujourd'hui, il y a des applications qu'on utilise en gériatrie, en pédiatrie, qui peuvent être utilisées. Et en fait, ça revient un peu à travailler en double tâche, multitâche, pendant qu'on fait un effort ou un exercice pour justement contraindre le cerveau à travailler pendant un effort. Voilà. Après, on a les étapes effectivement de retour au sport qui aussi nécessitent qu'on ait des critères bien spécifiques en termes de dominante sur la force, l'agilité neuromotrice, l'aspect psychologique aussi qui est très important au moment du retour au sport, parce qu'il y a quand même 2 tiers des non-retours au sport qui se font à cause de l'appréhension, donc même pas sur des critères biomécaniques comme on disait tout à l'heure, où souvent on voit que bioméca, alors que finalement l'aspect psy est hyper important. Et après, bah, surtout, c'est qu'il faut conditionner tout ça pour éviter la récidive qui, notamment chez les plus jeunes, peut atteindre jusqu'à 25% en dessous de 22 ans, quoi. C'est énorme, à 25% en dessous de 22 ans. Je pensais pas que c'était si gros. Ouais, ouais. Euh, donc en fait, si je résume, dis-moi si j'ai bien compris. L'objectif numéro un, post-op immédiat, on récupère une extension complète. Et on peut commencer à faire courir, qui est, on va dire, la deuxième grande étape, à partir du moment où on a récupéré 70-80% de la force et de l'agilité, si je puis dire. C'est bien ça. Ouais, entre guillemets, ouais. Et, et le retour au sport, ce serait quoi les critères pour se dire, bah, tu reprends ton sport Bah, généralement, c'est pareil, on est sur du 90% de symétrie par rapport au côté opposé, que ce soit en force ou en termes, voilà, sur des hop tests, comme on dit. Mais après, sur les hop tests, il y a la performance quantitative, mais il y a aussi la performance qualitative, c'est-à-dire avoir un espèce aujourd'hui d'évaluation du contrôle moteur qui semble être quand même la clé, puisqu'il se situe à mi-chemin entre la donnée cognitive et la donnée mécanique. Donc c'est quand même lui qui fait le job. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a potentiellement toutes ces données, mais comme on en discute avec beaucoup souvent, c'est qu'on se dit que finalement sur le retour au sport, il y a plus de questions que de réponses encore, puisque aujourd'hui on a tendance à tout standardiser, et des fois on a des gens qui ont des très bons scores au moment du retour au sport et qui 8 mois viennent avec une lésion itérative, et il y en a qui ont des retours au sport qui sont pas terribles et qui finalement récidivent jamais. Donc on a en tout cas aussi plus voilà, de questions que de réponses, mais on est toujours sous cette trame à peu près, voilà, des 90% de récupération, en tout cas musculaire, avec neuromoteur qui soit, un contrôle moteur qui soit, voilà, satisfaisant, et des échelles qui existent comme la QASLS, comme le LES score, qui sont des échelles qui vous permettent d'évaluer sur une réception le nombre d'erreurs, le type d'erreur pour après retravailler, voilà, avec les patients. Et après, sur le cut-off un peu psychologique, on a la CLRSI, qui est une échelle validée. Généralement, il faut être au moins à 80% pour avoir, on va dire, un contexte psychologique favorable au retour au sport. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Je me posais la question, est-ce que on a une fréquence qui est proposée dans la littérature pour du nombre de séances par semaine, par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu donnes à tes patients à faire à la maison? Alors sur la fréquence, en fait, c'est assez aléatoire puisque la littérature va te proposer des choses, mais souvent c'est au regard, en fait, on va dire du système de prise en charge, du système économique. Donc en fait, on s'aperçoit aux États-Unis, nous on a travaillé sur la traduction des guidelines de la Delaware, et tu vois que finalement sur 6 mois, enfin, ils font même pas 40 séances, tu vois. Donc quand tu rapportes finalement au nombre de semaines, ouais, ça fait pas beaucoup, surtout au départ, ils sont beaucoup chez eux, font beaucoup d'auto-rééducation, etc. Et c'est vrai que, alors moi j'ai tendance à dire sur les séances, enfin de mon expérience, déjà 3 séances par semaine, c'est déjà bien, hein. Certains veulent plus, moi je leur dis, après c'est pareil, je dis, après quand c'est trop, à un moment donné ça va dégoûter. Un petit peu de toujours aller chez le kiné, parce que bah il y a aussi la redondance, même si on essaie de varier les exercices, mais bon c'est toujours le kiné, la même heure, voilà, etc., etc.
Donc c'est vrai que moi j'ai tendance des fois à leur dire voilà, faut aussi être chez vous, faut penser à autre chose, les vacances faut en prendre aussi, ça c'est important. Donc en tout cas 3 fois par semaine, de ce que je peux voir, on a quand même des bons résultats. Après, ce qui est important, c'est le volume surtout d'entraînement que l'on propose, parce que c'est pareil, c'est pour venir 3 fois par semaine faire juste de la discussion, ça n'a pas voilà d'intérêt. Hein, je caricature un peu, hein, bien sûr. Mais c'est le volume d'entraînement que l'on va proposer voilà, aux patients qui va permettre de pouvoir aussi recouvrir un petit peu ses capacités fonctionnelles. À la maison, c'est vrai qu'il faut en faire. Moi, je le dis aussi aux patients parce que c'est pas 1 heure, 1 heure et demie de rééducation par jour qui va changer la phase du genou. Et donc, au départ, bien sûr, très vite, on en a évoqué tout à l'heure, hein, mais toutes ces notions voilà, de contractilité, de glace, etc., changer des positions et compagnie, donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais surtout, moi, très vite, justement, quand on parlait du retour à l'activité, j'essaie toujours d'orienter les patients, de les sortir un petit peu du cabinet. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut arrêter les séances, mais vous voyez, le retour à la course, ça peut aussi se faire sur le terrain, au contact de ses collègues d'entraînement, que ce soit des amateurs ou autres, hein, mais on va sur le terrain, on met ses crampons, on va courir sur le terrain, et puis au fur et à mesure, on fait de la rééducation, et puis on va agrémenter ce geste sportif et ce retour au sport pour pas qu'il y ait aussi une transition qui soit brutale entre la rééducation et le terrain, qui peut des fois amener une certaine appréhension. Et ça nous permet aussi d'avoir un retour de la personne sur ce qu'elle a pu faire, pas pu faire, son ressenti, et pouvoir aussi adapter les séances par la suite. Donc je suis pas forcément toujours très autoritaire sur ce qu'il faut faire à la maison, mais en tout cas je pense que cette période du retour à l'activité avec le kiné qui est plutôt là en accompagnant et moins en soignant peut en tout cas être bénéfique pour le patient. Ok, ok. Euh, pour finir, est-ce que tu peux nous donner des délais généraux? Alors après, tu vas me dire, ça va dépendre des activités que je vais te citer, mais pour reprendre une activité professionnelle, il faut estimer à combien de temps? Et puis une activité sportive. Mais tu vas peut-être sans doute me répondre, ça dépend de l'activité. Voilà, ouais, 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 c'est ça. L'activité professionnelle, généralement, bon, tu vas me dire, ça, alors, mais elle est importante ta question parce que l'activité professionnelle, généralement, les chirurgiens donnent à peu près 1 mois d'arrêt, et puis après, ça va dépendre si t'as un métier, tu vois, si t'es couvreur ou un métier, on va dire, plutôt à tendance, on va dire, manuelle et physique. On va plutôt différer des fois à 3 mois la reprise de l'activité. Euh, mais pourquoi elle est importante ta question? Parce qu'on a vu l'avènement du télétravail qui est arrivé, qui a ses avantages bien évidemment, mais en fait les gens ne souhaitaient plus forcément être arrêtés aucune semaine à cause en se disant je suis pas grave, non, je fais du télétravail. Sauf que quand on est assis sur sa chaise devant un ordinateur à suivre ou à animer une réunion, on oublie de prendre ses médicaments, on oublie de glacer, on oublie de bouger son genou. Et en fait, je me suis en tout cas rendu compte, enfin par ma propre expérience, peut-être d'autres aussi, mais que les gens qui étaient en télétravail finalement récupéraient beaucoup moins bien en post-opératoire que les gens qui étaient arrêtés. Donc c'est un peu c'est là aussi où il faut faire attention. Des fois, quand les gens nous demandent, c'est vrai qu'ils disent ouais, moi je suis en télétravail. Moi souvent je leur dis écoutez, je vous conseille quand même de prendre 1 mois quand même, voilà, pour vous reposer, pour justement pouvoir bien bouger votre genou et tout, en leur expliquant quand même que cette étape post-opératoire, elle est hyper importante qualitativement et qu'elle va conditionner un peu la suite des choses. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est comme une course, hein, la façon dont se passe le départ peut conditionner en fait le reste de la course. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Et sur l'activité sportive, c'est pareil, si tu fais de l'activité linéaire, on va dire course, aviron, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut retrouver vers 3 4 mois. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que la greffe tient, on sait qu'elle est solide. Faut éviter des fois de faire courir les gens trop précocement, même s'ils sont à l'aise, parce qu'il y a des délais en fait de cicatrisation des tunnels osseux, surtout qui peut être embêtant. Et après, les activités vraiment à pivot, qu'on a toujours tendance à dire, hein, stigmatiser ce pauvre pivot, c'est surtout, on va dire, la compétition aujourd'hui, en tout cas, c'est entre 9 et 12 mois. Donc c'est un chemin qui est long, quoi. Hein. Faut aussi conditionner les patients à ce chemin long parce que des fois ça peut occasionner des échecs au niveau de la rééducation et puis des abandons surtout du protocole, quoi.
Ouais, parce que les patients, ils vont faire du cherry picking et récupérer vraiment ce qui les intéresse et ils savent que tel footballeur ou tel handballeur a repris en 6 mois. Mais bon, ils connaissent ni les tenants abominants, Ouais, c'est ni les ça. opérations. Puis c'est pas aussi les mêmes organismes et les mêmes, probablement les mêmes récupérations. Ouais, et puis t'as pas les mêmes enjeux financiers aussi, Hmm. donc c'est pour ça. Et puis et après il y a ce que te dit l'équipe, le journal, hein, et puis Ouais. c'est la réalité du terrain. Donc il y a ça aussi. Beaucoup de joueurs sont revenus très précocement et aujourd'hui soit ils ont disparu, soit ils se sont reblessés. Donc voilà, Ok, chacun est ok. comme il est. Il faut pas du tout. Moi j'ai toujours tendance à dire n'écoutez pas les autres. Ils sont toujours plein de bons conseils quand c'est pas eux. Donc écoutez-vous vous-même et voilà, faites ce qu'il faut pour progresser parce que le but c'est pas seulement de revenir mais que, que ça ne revienne pas jamais en tout cas cette blessure parce que bah, ils voient bien quand même les enjeux personnels et économiques aussi d'une opération. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup de tous ces éléments. Puis avant de clôturer mes podcasts, j'aime bien poser 2 questions. C'est les fameuses questions de la baguette magique. Si tu avais la possibilité de revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais si jamais tu voulais changer quelque chose sur ton propre parcours professionnel et également pour la profession de kiné en France, par exemple? Bah écoute sur mon parcours écoute je vais te dire pas grand-chose parce que bah finalement c'est vrai que t'as toujours des déceptions, des fois, bah, tu peux te dire mince, pourquoi j'ai fait ce choix-là, etc. Mais après, quand tu regardes rétrospectivement, bah, tu te dis, bah, finalement, peut-être que cette étape ou quoi qui a pas forcément été agréable, elle t'a servi aujourd'hui pour être ce que tu es et faire ce que tu fais. Donc, voilà, il n'y a pas toujours eu que des choses géniales, mais je reviendrai pas en arrière parce que je pense que ce qui est arrivé et a fait aussi et conditionne ce pourquoi aujourd'hui, je fais ce que je fais et j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et donc ça, c'est pas toujours donné effectivement à tout le monde. Sur les décisions prises par la profession, alors là, c'est ouais, c'est assez vaste. Je pense qu'on pourrait revenir sur des décisions. Je sais pas, mais en tout cas, à mon sens, je pense que c'est notre profession évolue plutôt, on va dire bien, que ce soit sur le plan pratique et sur le plan recherche. Hein. Tu te rappelles, il y a 10-15 ans, on se plaignait que les Français faisaient pas grand-chose en recherche. Aujourd'hui, on entend encore cette chose-là, alors qu'il y a quand même parmi le champ disciplinaire beaucoup de choses quand même qui sont faites. Mais en tout cas, potentiellement, je pense que peut-être les décisions qui sont prises aujourd'hui pour valoriser la profession sont peut-être pas assez, on va dire, justes, compte tenu quand même de l'implication de l'ensemble des kinésithérapeutes, que ce soit dans la santé ou dans leur profession ou pour promouvoir voilà les différents champs sur lesquels on exerce. Et j'espère en tout cas, voilà, par exemple, la dernière décision, si on devait revenir en arrière, je pense que voilà, augmenter de 47 centimes l'acte de kinésithérapie qui a été suivi par bon nombre de syndicats, voilà, peut-être qu'il faudrait réfléchir à peut-être valoriser un peu mieux la profession et surtout les professionnels qui se donnent du mal pour avoir les résultats que l'on a aujourd'hui avec nos patients. Voilà, c'est dit. Ce sera une très belle conclusion. Merci à toi pour ce temps que tu auras passé pour nous parler de tout ça. Je suis sûr que Bah, je les t'en gens vont prie, en apprendre merci à beaucoup. toi, hein. Et tu veux rajouter une dernière chose? Non, bah merci et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer dans ce podcast. Hein. C'était en tout cas super intéressant comme à chaque fois que je discute avec toi. Mhm. Et puis j'espère que ça va pouvoir éclairer certaines choses voilà, chez nos amis kinés. Et puis je reste dispo, en tout cas via les Oui, réseaux on ou peut autres. te joindre assez Voilà. facilement sur les réseaux. Oui, je réponds généralement assez rapidement. Si j'ai pas répondu, souvent c'est que j'ai oublié. On peut me relancer gentiment. Des fois, j'ai des relances un peu secs, mais je prends toujours le temps de répondre parce que c'est important qu'on échange et c'est justement grâce à ces échanges que qu'on progresse, qu'on apprend et c'est l'avantage aussi que l'on a dans cette profession, c'est que on a quand même voilà, de beaux échanges entre professionnels et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avancer sereinement, quoi. Merci Florian. Bah merci à toi, Euh, Mathieu. merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode du podcast de GMK.